Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Emmanuel m'a dit, bon, cette année dans la manufacture et tout, il faut introduire un peu de fun. Il faut un peu de la participation du public, etc. Donc j'ai décidé de vous mettre à contribution par une question. Je suis désolé, vous allez devoir y répondre ultra sincèrement. Je voudrais que dans la salle, enfin c'est pas vraiment une salle, lèvent les bras ceux qui savent vraiment très précisément faire la différence entre le ciment et le béton. Bon, je ne vais pas vous interroger chacun pour vérifier que vous le savez vraiment, mais je suis heureux de constater que ça n'est pas la majorité et que donc je ne suis pas complètement ignare par rapport à la moyenne des Français. D'autant plus que vous êtes un public normalement trié sur le volet, donc vous devriez le savoir. Si je me permets de poser cette question, c'est parce que cette question, alors pas de la distinction, mais en tout cas du ciment et du béton va nous occuper pendant une partie de l'heure qui vient, puisque c'est l'objet et le sujet du livre que Armelle Choplin a publié il y a 2 ans, La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain. Alors le titre matière grise, notamment le syntagme matière grise, n'est pas un simple jeu de mots, parce que votre travail, Armelle, montre avec beaucoup de minutie que le ciment n'est pas simplement une question économique et architecturale. Autour du ciment ou à partir du ciment se tissent des relations sociales, des relations de domination entre les gens, entre les régions, entre les pays. Le ciment fait lien, comme vous le répétez souvent, l'écrivez souvent. Et puis le ciment coagule aussi des imaginaires qui sont à l'œuvre dans la manière dont s'envisage ou est envisagée la ville africaine moderne. La tentation est grande, j'imagine que c'est celle à laquelle vous avez succombé en imaginant cette discussion, de vous faire parler avec quelqu'un qui tente d'imaginer autrement les villes africaines. Et ce quelqu'un, il est tout trouvé en la personne de Sename Kofi Abodjinou. Alors vous êtes architecte de formation. Alors c'est difficile de rendre compte, mais peut-être que vous le préciserez au fur et à mesure de la discussion, de tout ce que vous faites. Mais pour le dire vite, vous participez à construire la ville de demain en Afrique, en la théorisant. Vous parlez notamment de villes néo-vernaculaires africaines. On essaiera de déployer ce que ça signifie, ou en créant les outils très concrets. Le mot concret va nous occuper pas mal, puisque le nom du béton en anglais c'est concrete. En créant des outils nécessaires à cette construction. Alors il y a une association, l'African Art Architecture, il y a les projets UpCities et puis plein de choses dont on va discuter. Et donc avec vous, ce qu'on va essayer d'imaginer, c'est un au-delà du béton, si on peut dire. Mais pour commencer avec vous, Sename, vous êtes togolais, vous vivez à Lomé. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire ou nous raconter Lomé du point de vue du béton? Ah ouais, c'est pas facile, mais on leur a demandé de lever le bras et tout, il faut qu'on... Allô, vous m'entendez? Merci pour l'invitation et l'accueil. Lomé du point de vue du béton. Si je vous dis Lomé et béton, vous pensez à quoi? Est-ce que ça peut être un bâtiment? Ça peut être... Disons que c'est un peu l'horizon du loméen lambda, le béton. Voilà. Et que pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir une sorte ni d'offres variées, ni même de conscience ou d'éducation à quoi que ce soit d'autre comme horizon en termes de surtout verrouillé sur ce qu'est la modernité. La modernité, c'est le béton. Oui. D'accord. Alors, Armelle, alors on pourrait ouvrir globalement la question en disant pourquoi la modernité, c'est le béton. Mais juste avant, c'est quoi? Alors la modernité, c'est pas le béton. Je parle du loméen lambda. Hein. La modernité, oui. C'est pas du tout le béton. Par contre, c'est le béton est archaïque. Si on définit la modernité par ce qui fait sens pour nous aujourd'hui, non, le béton n'est pas moderne. Non, bien sûr. Je disais dans un imaginaire effectivement un peu. Bon. Mais avant de revenir à cette question, donc, puisqu'on a commencé là-dessus, la différence entre ciment et béton, Armelle, c'est pour vous ça? Est-ce que l'architecte... Non, c'est... Est-ce que
Oui, vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour cette invitation. Alors, c'est très bien de commencer par ciment et béton. Donc, le ciment, vous savez, c'est cette matière grise qui est donc cette poudre. Et en fait, quand on dit béton, il faut qu'on mélange du ciment avec de l'eau, du sable et des graviers, ce qu'on appelle des granulats. Et bon, parfois, on pourra en rediscuter tout à l'heure, mais en Afrique, comme les gens n'ont pas les moyens, ils ne mettent pas les granulats, en tout cas. Donc, c'est aussi une question très sensible. Donc voilà, quand on dit béton, c'est beaucoup plus global, mais c'est vrai que en français, on utilise ciment et béton, et en Afrique francophone, les gens disent souvent ciment. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre en français sur la vie du ciment. Mais vous voyez, il sort en anglais. En anglais, il s'appelle Concrete City, puisque là, on va beaucoup plus utiliser le mot de concrete pour désigner à la fois le ciment et le béton. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, on va parler ciment, béton, mais de façon peut-être pas justement indistincte. Mais comme tu as posé une question au début, je vais me permettre de poser une autre question à tout le monde. Est-ce que j'aimerais que lèvent la main les gens qui connaissent le prix d'un sac de ciment de 35 kilos? En France? Ouais, en France. Ok. Ah oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que si on avait posé la même question, et je l'ai fait en Afrique, dans un amphi, par exemple, de l'université de Dakar, chez Anta Diop, tous les étudiants connaissent le prix d'un sac de ciment de 50 kilos en Afrique qui sont vendus. Toutes les femmes connaissent le prix d'un sac de ciment. Ça fait vraiment partie de la vie des gens. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis intéressée à ce matériau et à ces sacs que j'ai suivis. Tout à l'heure, Michaelia racontait qu'elle a suivi les déchets. Moi, j'ai suivi des sacs de ciment qui voyagent le long des routes africaines pour essayer de comprendre d'où ils partent, qui le consomme, qui ouvre les sacs, qui le malaxe, et en fait, qui construit la ville aujourd'hui telle qu'elle se dessine en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Voilà. L'intuition de départ, c'était quoi? C'était une observation? Oui, alors si je peux mettre une photo, vous allez voir d'où vient mon intuition de départ. Alors ça va venir, il y a 3 photos. L'intuition de départ, donc j'ai eu la chance de vivre au Bénin, donc pays frontalier avec le Togo, donc à Cotonou pendant... attendez, c'est normal, j'ai pas mis le... Ah ouais, c'est vrai que sans la prise, c'est... J'ai pas mis la prise. Donc j'ai eu la chance de vivre au Bénin, à Cotonou, pendant 3 ans, et en fait j'avais l'idée déjà de travailler sur le ciment et le béton, ouais. Mais c'est vrai que, si vous voulez, ça s'est imposé à moi. Attendez, où est-ce que j'ai mis cette fameuse photo? On a l'impression que c'est un truc en acte de ce qu'on racontait hier sur la technologie. Ouais, c'est ça en fait, c'est l'acte manqué de notre ami Apple qui a toujours des trucs à part. Ah, il est là. Ah non, il n'est pas là. Non, attendez, ça va venir. Toc, toc. Vous avez enfin... une question sur... Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. On est là. Donc, en fait, le ciment est complètement omniprésent. J'ai été frappée hier en arrivant dans le Mâconnais à quel point la couleur beige et voire rose, en fonction de la lumière du jour, des pierres donnait une identité en fait à la région. C'est tout à fait saisissant. Et quand je suis arrivée en Afrique de l'Ouest, ce qui était tout à fait incroyable, c'était qu'on ne voyait plus le vert de l'Afrique tropicale subsaharienne, mais on voyait ce gris couleur béton qui était là partout omniprésent. Il n'y a toujours pas les images? Alors, attendez, comment ça se passe? Non. Ah, alors attendez, je réessaye. Et du coup, c'est ce gris-là que je me suis décidée que je me suis intéressée à suivre. Alors, toujours pas. C'est bien gris. Oui, alors oui. Je cherche. Bon. Okay. Allez-y. Parler. Alors, je parle. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, le ciment est omniprésent dans la mesure où partout, de part et d'autre de la rue, vous voyez du ciment, des sacs de ciment qui sont à vendre. Partout, vous pouvez, là j'ai une photo où ça vous montre qu'on peut acheter du ciment 24 heures sur 24. Donc vous avez une envie pressante, la nuit, vous pouvez acheter du ciment. Quand je suis arrivée à l'université, mes collègues m'ont dit il y a un départ à la retraite d'un collègue, éminent professeur, ce serait bien de cotiser pour un cadeau. J'ai dit très bien, donc je m'attendais au vélo électrique, au week-end, je ne sais pas où, comme on fait en Europe. Et en fait, pas du tout, on lui a offert 2 tonnes de ciment. Donc, c'est-à-dire, vous voyez à quel point c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc, les gens connaissent le prix, c'est écrit tous les jours. En fait, le prix de la tonne est écrit tous les jours devant les boutiques à la craie. Et on suit le prix de l'évolution du ciment comme un indicateur où les gens, certains parmi nous, regardent le cours du Dow Jones. Vous voyez, ce serait l'indicateur local. Ce serait comme le prix du pain qu'on surveille parce que ça conditionne l'avenir des gens. Et puis, quand on
on a aussi pas mal de jeux concours voilà, organisés par des opérateurs de téléphonie mobile où vous gagnez en premier prix voilà, 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Donc vous voyez, ça fait vraiment partie intégrale de la vie des gens. Quand on aime quelqu'un, quand on a envie de s'engager avec elle ou lui, eh bien, on lui offre des sacs de ciment pour montrer à quel point on projette l'avenir avec cette personne. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré dans la vie, on va dire, sociale, mais aussi dans la vie économique. Alors peut-être, vous ne connaissez pas encore ce nom, mais c'est l'un des noms les plus importants d'Afrique. Hein. L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Aliko Dangote. Il est nigérian. Et il est Monsieur Ciment, c'est-à-dire que c'est lui, aujourd'hui, qui a permis d'ouvrir des cimenteries en Afrique de l'Ouest, qui concurrencent Lafarge Holcim, Heidelberg, les grands Européens. Et donc c'est l'homme le plus riche d'Afrique qui a fait fortune dans le ciment. Et c'est vrai qu'une fois, à Abidjan, un petit garçon, je lui dis « Tu veux faire quoi plus tard ?» Donc réponse attendue, footballeur. Et là, il me dit « Footballeur, mais j'hésite avec cimentier, comme Dangote. » Vous voyez, donc vous avez cette image de la réussite aujourd'hui en Afrique, qui est bien sûr lié au football, mais qui est aussi lié à ces afro-businessmen, comme ils se dénomment, ces afro-capitalistes, africapitalistes, qui en fait font de l'argent en produisant quelque chose, un produit qui est considéré aussi comme local. Alors c'est là où ça devient très intéressant. On a parlé hier avec Vandana Shiva de l'extraction, du colonialisme, et c'est vrai que pendant très longtemps, le ciment, le béton, c'est associé à l'homme blanc, aux colons. C'était les maisons des colons qui étaient en ciment. Les autres, entre guillemets, des quartiers indigènes, hein, que je mets entre guillemets, puisque c'était le nom qu'on donnait à l'époque, eh bien, avaient des maisons en paille, en bambou, en bois. Et du coup, pendant très longtemps, ça a été associé à cet homme blanc voilà, qui avait sa maison en dur. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce monsieur Dangote, c'est qu'il a permis d'africaniser ce matériau. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Donc, j'aurais pu arriver ce matin en disant « Ah, le ciment, c'est juste des méchants européens qui exploitent l'Afrique, etc. » Il y a ça, mais en fait, pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, et Senamé l'a bien dit, voilà, un Togolais, il veut construire sa maison en ciment et il veut utiliser le ciment du pays, parce que maintenant, on a toute une identité nationale qui se joue sur le ciment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à très récemment, on va dire jusqu'aux années quasiment 90-2000, vous aviez le ciment qui arrivait sous forme de clinker, donc c'est la poudre avant d'être broyée en ciment qui permet de fabriquer du ciment. Et le clinker venait d'Europe. Okay, donc les cimenteries, en fait, étaient juste des cimenteries de broyage qui étaient le long des ports en Afrique. Et en fait, aujourd'hui, ce monsieur Dangote, il a ouvert des cimenteries qui exploitent le calcaire local, donc avec des sillons calcaires qui sont exploités notamment au Togo et au Bénin et au Nigeria. Et donc, le ciment est produit localement. On importe moins ce clinker et donc on va produire intégralement le ciment localement. Et ça, c'est depuis 20 ans. Et il a ouvert plein de cimenteries dans de nombreux pays, ce qui a fait baisser les cours, le cours du prix du sac de ciment et de la tonne. Donc pour les gens, il est vu comme quelqu'un qui aide à une meilleure, à une vie meilleure parce qu'il fait baisser les cours, comme certains supermarchés, par exemple, grandes familles françaises diraient qu'il propose la vie moins chère, etc. Vous voyez, donc il y a vraiment tout ce discours. Donc Dangote est vu comme quelqu'un qui permet le développement de l'Afrique. Et d'ailleurs, il va au-delà du ciment, puisque aujourd'hui, il est en train de fabriquer la première raffinerie africaine de pétrole. On est au Nigeria, gros pays producteur de pétrole. Le pétrole, il part dans les raffineries, soit en Europe, soit dans les plateformes offshore. Et aujourd'hui, lui, il produit la première raffinerie africaine. Donc vous voyez, c'est tout un changement de paradigme où aujourd'hui aussi, le capitalisme intègre ces personnes très riches, africaines. Il y a, je sais plus, c'est 4 ans, le programme du président Macron qui disait « Choose France », venez investir en France. Dangote était invité parmi les invités de marque. Okay, donc Dangote, c'est quelqu'un qui compte. Le mariage de sa fille, il y a 5 ans, était considéré comme le deuxième mariage le plus important après Meghan et Harry, le prince. Il y avait Bill Gates qui était invité. Bill Gates qui était là, ils ont offert des Rolex à tout le monde. Vous voyez, c'est le genre de... Donc on est sur quelque chose de très important, ce qui permet, voilà, je pense que ça permet de visualiser aussi cette Afrique pleinement mondialisée. Alors après, on peut reparler du reste de ceux qui souffrent de tout ça. Mais bon, voilà, si on reste sur le ciment, vous voyez un petit peu ce changement de paradigme avec, du coup, une personne qui est vue comme
quelqu'un d'extrêmement important, légitime, et qui a permis d'africaniser un produit. Il y a peu d'industrie en Afrique. Et donc, les gens sont fiers du ciment du pays. Comme on dit, Sim Togo, au Togo, c'est une industrie très importante, même si elle appartient à des Allemands. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur les villes africaines, même du point de vue visuel? Alors, du point de vue visuel, moi, ce qui m'intéressait quand je suis arrivée en Afrique de l'Ouest, là, pendant les 3 ans que j'ai eus, c'était de travailler sur ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle, hein, ce qu'on appelle en géographie, en tout cas, le corridor urbain qui va de Abidjan à Lagos. Alors, je vous avais préparé une belle carte pour que vous visualisiez. En gros, vous avez 1000 km, c'est très, très peu, et même entre Accra et Lagos, donc vous avez 4 pays, vous avez le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, vous avez 4 pays sur 500 km, vous avez aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants qui habitent sur la côte, mais vraiment côte sur 30 km de large. Donc il faut imaginer, c'est la plus grosse concentration urbaine. Aujourd'hui, si vous regardez Google Earth, vous regardez les images, les cartes du monde, où est-ce qu'il y a la plus grosse concentration urbaine, c'est là-bas. Et là-bas, quand vous circulez sur cet axe, donc entre Accra et Lagos, Ibadan, donc 500 km, vous avez 500 km de béton, de maisons qui sont en construction. À part un petit tronçon là entre Accra et justement Lomé. Mais voilà, vous avez du coup cette marée urbaine qui est en train de prendre forme, et c'est finalement le béton qui donne la consistance et même la continuité à ce corridor urbain. Et c'est pour ça que comme c'est un corridor urbain très compliqué à étudier, je m'étais dit autant rentrer par ce qui en est la matière première, c'est-à-dire ce ciment, et puis je vais essayer de démêler tout ça, sachant que c'était presque évident, puisque le matin, pour aller à l'université, parfois, derrière un rond-point, il y avait 30, 40, 50 camions Dangote qui, en fait, se suivaient pour partir du Nigeria où ils produisent, pour aller vers le Ghana où ils vont commercialiser le ciment. Parce que ça a beau être un pondéreux, ça n'a aucun intérêt normalement de faire circuler une matière aussi lourde, mais en Afrique, c'est quand même rentable, et donc le ciment circule le long de ce corridor en fonction du prix qui change selon les pays. Donc c'est vraiment une matière qui est au cœur de la vie des gens, et l'augmentation récente du ciment, mise sur le dos de l'Ukraine, alors qu'a priori ça n'a pas vraiment de rapport. L'acier, par contre, on pourrait en reparler, oui, bien sûr, parce qu'il est produit en partie en Ukraine. Du coup, a fait augmenter le prix, et voilà, ce qui suscite des mécontentements énormes par rapport à cette... oui, parce que le but, comme tu le dis, c'est de construire son chez, comme on dit en Afrique francophone, c'est d'avoir son chez-soi. Et son chez-soi, il doit être en béton pour être quelqu'un de jugé, de respectable, d'avoir réussi dans la vie. À 40 ans, on doit faire construire sa maison. On doit construire soi-même sa maison. Mais ce n'est pas simplement quelque chose d'individuel, c'est aussi une politique publique générale, puisque c'est en tout cas ce que vous racontez dans votre livre, un président ou un gouvernement peut être jugé à sa faculté à avoir bétonné, en fait, à avoir montré dans l'espace public qu'il avait... c'est une forme d'évaluation de la réussite d'une politique publique que de bétonner un espace, de faire grandir la ville, de construire un haut bâtiment en béton. Oui, en fait, mais c'est un peu comme chez nous. On a beaucoup de travaux qui travaillent justement sur les collisions entre le politique et le secteur de la construction. Ça n'a rien d'étonnant. Voilà, c'est quelque chose de bien connu en Europe aussi. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on dise que l'Afrique est exceptionnelle de ce point de vue-là. Les liens très proches entre les politiques et les personnes, les dirigeants d'entreprises du BTP sont bien connus. En Afrique, c'est pareil. Et surtout, un président, il a un mandat de 4-5 ans. Pour se faire réélire, c'est clair qu'il a tôt fait de balayer un bidonville et de construire et d'aller chercher des investisseurs un peu partout pour construire et faire sortir 2-3 tours en béton, donc symbole de la modernité comme tu l'as dit, et puis pour justement se faire réélire, on va dire il est fort, ou goudronner des routes, c'est vrai, il y a un vrai problème, donc tout ce qui est lié à l'infrastructure permet et accompagne les pouvoirs en place, mais un peu comme chez nous, un président il laisse son monument voilà, avec son nom dessus, et ben, on va faire ça, et c'est vrai que les projets urbains aujourd'hui sont particulièrement importants pour exister, pour que ces présidents existent et se fassent réélire. Et Sename, comment s'est construite cette association entre béton et modernité? C'est quoi? Pour le dire vite, c'est la colonisation ou c'est plus complexe? Alors, comment dire? Bon, quand je disais tout à l'heure que c'était l'horizon du Loméen, je voulais dire évidemment que c'est à la fois ce que le Loméen projette, mais aussi ce qui fait bloc visuellement. Et ça fait bloc aussi dans le sens où ça obstrue un peu les perspectives, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Il n'y a pas de l'espace dégagé pour penser autre chose. Et ça, je pense que c'est très directement colonial en réalité. Je pense que ce continent
est figé, il y a cette sorte d'inanité qui est quand même relativement produite artificiellement, parce qu'il y a un biais de sincérité dans les relations avec les partenaires occidentaux qui se disent qu'il vaut quand même mieux que ça reste une sorte de grande réserve qu'on peut exploiter comme on veut et qu'il est surtout pas intéressant pour le business que ces contextes-là se développent, commencent à produire de l'innovation et puissent challenger essentiellement des business. Alors le béton ou le ciment, plus précisément, est quand même effectivement très associé à une forme de modernité, au statut de quelqu'un qui a construit entre guillemets en dur. Mais c'est encore une fois une question de culture. C'est parce que il n'y a rien. Comme on avait pu le voir aux indépendances, il y avait eu des initiatives et dans des régimes comme celui du capitaine Sankara, il y avait aussi eu des mesures d'incitation pour construire autrement, privilégier la terre par exemple. Il n'y a plus ça. Donc dans la culture de l'Africain moyen, dans cette sous-région, le ciment, c'est non seulement le signe de la réussite, mais aussi plus ou moins la seule perspective. Et ça pose quoi comme problème? Enfin, ça pose toute une série de problèmes, mais ça pose des problèmes très concrets. Vous parlez notamment de la question de refroidir ou pas un espace, enfin des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça pose comme problème du point de vue des filières, de l'exploitation à la fois des ressources matérielles et des ressources humaines, etc. Parce qu'après tout, on pourrait dire, bon, bah, c'est pas si grave que ça se bétonne. Bon, c'est pas très beau, mais enfin... Donc, qu'est-ce que ça pose comme problème et quelle est l'échelle, les différentes échelles des problèmes que ça pose, cette bétonisation? Oui, pour vous et puis après pour Sanam. Bon, alors il y a plusieurs problèmes que ça pose. Peut-être juste pour rajouter, ce qui est important aussi dans des pays où on n'a pas de compte bancaire, où les gens n'ont pas de compte en banque, ils savent pas, il n'y a pas cette possibilité d'économiser. En fait, c'est aussi une manière de thésauriser, d'acheter des sacs de ciment. J'achète des sacs, je rentre le soir chez moi, ah j'ai de l'argent, ah ben je vais acheter un sac parce que je sais que si je le rentre chez moi, il y a quelqu'un qui va venir me demander de l'argent parce qu'il est malade, etc. Donc on va thésauriser, on va mettre les sacs, les empiler sur la parcelle avant d'avoir suffisamment de sacs pour pouvoir construire un mur, 2 murs, 3 murs. Donc ça va être des constructions qui peuvent prendre 5, 6, 7 ans. Je raconte dans le livre, je suis des gens, leurs projets, où ils disent je ne pense qu'à ça m'obsède la nuit, j'arrive pas à mettre les finitions, etc. Et puis d'autres qui même arrivent dedans avant même qu'ils aient fini. Et puis donc je raconte l'histoire d'un monsieur que j'avais été voir qui voulait absolument me montrer sa maison qui était toute simple. Hein. Et puis en fait qui me dit, après m'avoir dit ta vue elle est belle, en fait je dors dehors. Parce que en fait, c'est trop chaud à l'intérieur. Et puis comme il n'y a pas l'électricité dans le quartier où je me suis installée, parce que souvent les gens, on a des quartiers très lointains pour pouvoir construire et être propriétaire, donc du coup l'électricité n'est pas encore venue, donc il dort à l'extérieur pour pouvoir, parce qu'en fait il fait trop chaud dans sa maison, il n'a pas encore de ventilateur, et du coup il me dit, je me fais bouffer par les moustiques. Donc vous voyez, c'est un peu voilà, on est sur des choses comme ça. Donc c'est clair qu'un des premiers problèmes, c'est que ça n'a aucun intérêt d'un point de vue, on va dire, de la chaleur. Parce que face aux inondations, par contre, évidemment, les gens voient à court terme, ils disent, il vaut mieux ça que de construire en pierre ou en terre ou en bois, parce que je dois refaire après chaque saison des pluies ma maison, etc. Donc à court terme, ils disent, voilà, c'est mieux. Après, voilà, à l'intérieur, c'est des fours, ça c'est clair. Pour peu qu'en plus ils mettent certains une dalle de goudron, vous voyez, pour étanchéifier, comme on peut faire d'ailleurs en Europe, hein, où on met du zinc nous des fois. Donc voilà, vous avez une dalle de béton comme moi, la maison que je louais, où en fait je pense qu'on avait 10 degrés de plus à cause de ça, de cette recouvrement de béton noir, de goudron noir qui du coup absorbe la chaleur. Donc voilà, donc on a ce problème-là, on a le problème donc évidemment des ressources. On parle souvent donc du calcaire, il y en a en Afrique, etc. Mais en fait, d'abord c'est des sillons quand même plus restreints que ceux qu'on peut avoir dans la vallée du Rhône notamment. Et puis le sable. C'est un gros sujet très sensible. Alors il y a mon collègue à l'université de Genève et aux Nations Unies pour l'environnement hein, qui s'appelle Peduzzi, qui vient de sortir ce rapport sur le sable. Il n'y aura plus de sable pour construire dans 50 ans si on continue comme ça, et qui donc a essayé de mettre en place des politiques internationales, parce qu'en fait, chaque pays fait comme il veut maintenant pour le sable. Chaque endroit fait comme il veut. C'est pour ça qu'on a
parce que quand on pense au sable, on pense surtout aux mafias du sable. Il y a beaucoup de reportages, voilà, le Nigeria, les mafias du sable, le Vietnam, etc., le Cambodge, les mafias du sable. Mais en fait, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que souvent, il y a aussi des gens qui exploitent en fait le sable à côté de chez eux parce que ça permet de leur assurer un revenu. C'est d'ailleurs très hiérarchisé. Souvent, les femmes portent les paniers, il y a ceux qui plongent, etc. Donc, c'est des métiers très organisés. Par contre, il y a des grosses sociétés qui ont des droits d'exploitation juste à côté, signés par l'État, qui, elles, vont vraiment prélever énormément de sable avec des retraites de trait de côte de 20 mètres par an. On est sur la côte béninoise, togolaise, par endroit, moins 20 mètres par an de retrait de côte. Donc on est vraiment sur des questions très sensibles. Donc vous pouvez regarder le rapport de mon collègue là, de l'UNEP sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une vision globale du sable dans le monde, pour ne pas laisser faire ou des mafias, ou des grandes entreprises, ou des gouvernements peu regardants qui vont vendre ça évidemment comme une ressource particulièrement importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sable du Mékong, il va à Singapour. Enfin, le sable circule de façon incroyable. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus qui montrent une circulation du sable tout à fait insensée. Donc le sable, l'eau, les graviers, évidemment, et puis les questions thermiques. Oui, et par ailleurs, après, il y a aussi une autre question, c'est que ce ciment, enfin ce béton n'est pas toujours d'une très bonne qualité, et que du coup, les constructions ne sont pas forcément durables, et qu'il y a aussi des destructions, il faut détruire aussi. Oui, alors... En fait, d'abord, peut-être j'ai oublié un chiffre qui est peut-être le plus important, vous le savez, puis là, maintenant, c'est plein dans les débats depuis hier, en tout cas en France. 7% des gaz à effet de serre émanent de l'industrie du ciment. Je ne parle pas de la construction, du ciment. Donc aujourd'hui, Lafarge, Holcim, puisqu'ils n'ont plus le nom Lafarge Holcim, mais Lafarge Holcim, vous savez, a été sous le feu des médias. En Suisse, l'année dernière, là où je suis, il y a eu une ZAD, la première ZAD suisse, donc, qui a occupé la grande carrière de Holcim, donc à côté de Lausanne. Donc il y a eu un procès des zadistes, donc on a appelé ça le procès d'Holcim. Au-delà de ça, ça montre vraiment aussi, et c'est pour ça qu'on parle de l'Afrique, mais finalement c'est très lié parce que voilà, on habite une seule planète. Ce qui se passe là-bas est très lié à ici, à nos entreprises ici. Ce qui est évidemment important, c'est de se projeter, de se dire bon, alors voilà, quelle ville on va construire, avec quels matériaux. C'est toute une filière qu'on peut repenser. Bon, là, je pense que Sénamé aura plein d'idées. Mais c'est vrai que du coup, ça invite aussi à faire des liens entre ici et là-bas, entre l'architecture ici et là-bas, en tout cas d'essayer de repenser ce secteur de la construction, parce qu'on sait faire des ciments propres, enfin en tout cas verts comme on les appelle, des ciments décarbonés. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas la demande sociale, si vous voulez, les grands groupes, ils n'ont aucun intérêt à investir de l'argent là-dessus. Et c'est pour ça que là, on est vraiment dans un moment charnière aussi, je pense, que ce soit en Afrique, où on se rend compte qu'on ne peut plus construire que des maisons en ciment. En tout cas, il va falloir qu'on repense tout ça. On est dans un moment charnière parce que, voilà, les gens commencent à se dire, mais en fait, dans quoi j'habite ? Avant, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette ? Et puis là, ils regardent leur maison, surtout cet été avec la canicule, et puis on se dit, mais en fait, cette passoire thermique, comme on l'appelle maintenant, et bien ils disent, voilà, en fait, je ne sais même pas construire un mur, vous voyez, alors que les femmes en Afrique savent construire une maison, elles connaissent les dosages, etc. Aussi parce que c'est marqué sur les sacs de ciment, il y a les petits dessins. Donc on vous dit comment construire. Donc c'est pour ça que même analphabète, vous pouvez construire une maison. Enfin, en même temps, vous expliquez aussi que c'est vachement dur de construire un mur. En fait, c'est très dur. Et c'est là où on arrive un peu à la limite du béton aujourd'hui. C'est que voilà, il y a eu l'effondrement du pont de Gênes il y a en 2000, je sais plus combien, 18, qui a été un peu le moment d'arrêt. On s'est dit, ah mais en fait, les ponts, il va falloir les réparer. Vous avez vu, il y a un rapport qui est sorti en France sur le nombre de ponts que les communes ont à charge de réparer. Voilà. On a eu le balcon qui s'est effondré à Angers avec les jeunes qui sont décédés. Donc il y a tout ça là qui commence et puis bien sûr à Marseille, il y a bien sûr tout ça qui commence à émerger. On se dit que en fait, même on nous a vendu le pavillon français modèle de réussite voilà, pour la vie. Et en fait, un pavillon, ça s'entretient. 50 ans le béton, 70 ans, enfin 70 ans. Et au bout de ce moment-là, il va falloir penser le béton au sens de penser le refaire. Donc il y a même des collègues qui travaillent maintenant sur comment on fait des patchs à béton. Parce qu'on sait réparer les églises baroques, italiennes, etc. Mais en fait, par exemple en Suisse, au pays de Le Corbusier où je vis, au pays de l'Holcim, il y a beaucoup de monuments qui sont classés, qui sont tout en béton. Justement dans le mouvement brutaliste, et
du coup, on ne sait pas réparer ces églises-là, ces temples, tout en béton. Donc, il y a tout ce savoir-faire à redécouvrir. Et là, on est vraiment à un moment charnière sur voilà, quel habitat on veut, dans quoi on veut habiter. Est-ce que je ne peux pas, moi, en tant qu'habitant, choisir aussi les matériaux? Enfin, en tout cas, y réfléchir, c'est-à-dire me dire, OK, une dalle en béton, bien sûr. C'est évident, j'ai besoin d'une dalle en béton. Mais maintenant, en fait, qu'il y a le changement climatique, les canicules, est-ce que je ne vais pas mettre mon balcon au nord, en fait? Un truc qui semblait impossible autrefois. En fait, peut-être qu'un balcon au nord, c'est pas mal. Est-ce que je ne vais pas essayer de changer d'autres et d'alterner avec d'autres matériaux biosourcés? Est-ce que je ne vais pas regarder comment les fenêtres, par exemple, peuvent communiquer l'une avec l'autre et donc essayer d'être plus proche de l'architecte? Voir si on peut faire vous voyez, les appartements qu'on appelle traversants, qui sont bien utiles en temps de canicule. Et puis des choses toutes simples, là, il faut qu'on aille en Afrique voir, parce qu'il y a quand même, quand on regarde les sondages, Lagos est toujours la ville la plus horrible à vivre dans le bas des sondages, encore cet été. Voilà, Genève, 4e, fantastique. Lagos, tout en bas. Mais en fait, à Lagos, il y a le pire comme le meilleur. Il y a aussi des bâtiments qui sont très frais, et à Lomé aussi. Et voilà, peut-être faire des doubles plafonds comme on fait en Afrique, en fait, des choses toutes simples qu'on a oubliées et qui, en fait, invitent à réfléchir quand même et à faire des liens entre ici et là-bas, que des architectes formés en Europe aillent là-bas mais reviennent avec d'autres possibilités. En tout cas, ça semble pas seulement une évidence, c'est une injonction très rapide et un besoin, à mon avis, vraiment impérieux. Alors, Armelle parlait de moments charnières. Est-ce qu'il y a vous observez une prise de conscience du fait que cette bétonisation de la ville, elle n'est pas durable, ou est-ce que vous êtes une sorte d'ovni qui essayez de penser un peu seul contre tous? D'abord, je voudrais dire 2 mots sur les problèmes du béton. Il y a les problèmes d'extraction, évidemment, le clinker, etc., avec des sites d'extraction qui sont de plus en plus rattrapés par la ville, ou sinon des populations qui sont déplacées, réinstallées dans des conditions qui sont très, très critiques. Le béton, c'est aussi de l'eau. On ne parle pas assez de l'eau, mais on continue à enseigner l'architecture en béton, alors qu'on n'est pas sûr qu'on continuera à avoir toujours de l'eau pour faire du béton. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur argument contre le béton, celui que les industriels seront le plus prêts à entendre, c'est que ce business n'est pas soutenable. Ils vont peut-être fermer tout simplement, pas pour des questions éthiques, mais parce que la production de béton sera devenue très compliquée. Alors en Afrique, il y a les performances horribles thermiques du béton, il fait super chaud. Mais aussi, il y a quelque chose sur lequel je voulais un peu insister, même si ça paraît un peu, comment dire, c'est presque anecdotique, c'est que la façon de construire et le matériau prennent aussi en charge des schémas culturels. Et le ciment, lesquels? C'est-à-dire que le ciment et le béton nous verrouillent à un type de construction qui est international. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait quand moi j'étais encore étudiant en école d'architecture. Et ne favorise pas cette variété de formes qui, en Afrique, prennent en charge un certain nombre de leçons et d'éthique même des sociétés dites traditionnelles. Donc les Africains sont très résilients, ils arrivent à reconstituer ces valeurs-là à l'intérieur des habitats en ciment, mais c'est de plus en plus contraint à mesure que on a des grappes comme ça, plus d'habitats, mais d'habitacles, qui font bloc. Vous parlez de quelle forme là, par exemple? C'est des formes. Il y a beaucoup dans les valeurs africaines qui ne peuvent être prises en charge que par des formes très courbes, féminines, qu'autorisent par exemple la construction en terre. Et du moment où parce que l'habitat, ce n'est que la projection au sol de systèmes de pensée, de parenté, de systèmes politiques qui sont très complexes. Et si vous simplifiez la forme, vous passez par perte et profit toute cette complexité-là. Donc, c'est une raison, peut-être la dernière, qui peut paraître la moins importante, mais qui, de mon point de vue, est fondamentale comme argument contre la construction internationale. La question, c'était... est-ce que conscience de ça? Est-ce que vous êtes seul? Pardon? Monsieur me dit la question c'était, donc je lui repose la question.
Ah bah, Non, écoutez, alors engueuler, je en suis un ovni à moitié, puisque le dernier, enfin l'équivalent du prix Nobel d'architecture a été décerné très récemment à Francis Kéré, qui est presque un radical de l'anti-ciment, enfin un radical de la construction entre guillemets en terre, même si c'est de la terre stabilisée. Donc il y a des gestes. Est-ce que c'est de la critique un peu artiste? Est-ce qu'il y a un mouvement de fond? À mon avis, s'il devait y avoir un mouvement de fond, ça devrait être vraiment de fond. Ça devrait être un changement de mentalité qui commence chez les Africains eux-mêmes. Moi, j'ai de la commande, mais quand on m'approche, c'est que des Occidentaux. C'est des Occidentaux qui veulent habiter la terre. Les Africains veulent pas habiter la terre parce que c'est encore très connoté. Il y a cette extraversion qui fait que on se dit, construire en terre, c'est envoyer le signal qu'on est pour. Donc on doit avoir de plus en plus de projets écoles qui montrent qu'on peut faire autrement et que ce soit plutôt des gens bien élevés dans la société qui passent ces commandes-là. C'est-à-dire que n'importe qui veut habiter comme un ministre. Si le ministre commence à construire en terre, il y a un signal qui est envoyé que n'importe qui ait envie d'avoir sa maison en terre. Et vous en parlez à des politiques, j'imagine que vous essayez d'être. Je connais pas du tout de politique, surtout pas dans mon pays. Si vous voulez m'en présenter, je suis tout à fait ouvert. Et donc, c'est quoi les structures que vous mettez en place? Vous dites j'ai de la commande, donc en tant qu'architecte, vous avez de la commande. Et vous avez juste une agence ou vous avez mis en place des réseaux, Alors, je n'ai pas une agence pour une raison accessoire que je vais plus mettre en avant, c'est qu'on ne fait pas de l'argent avec la construction en terre, paradoxalement aujourd'hui, parce que normalement, c'est des techniques qui vous permettent de faire 60% de réduction par rapport à de la construction en ciment. Mais comme ce n'est pas des techniques qui sont vulgarisées, que les experts sont rares, ça revient beaucoup plus cher. Donc pour un architecte, faire un bâtiment en terre aujourd'hui, c'est passer plus de temps de réflexion pour gagner moins à l'arrivée, parce que l'architecte est payé en pourcentage sur le coût du projet. Donc il faut des mesures d'incitation pour corriger cette chose-là. Donc je travaille, mais en associatif. Okay. Armelle, Senamé, vous le citez à la fin de votre livre, mais il y a d'autres gens dans d'autres pays. Donc c'est pas complètement isolé. Oui, il a raison, Senamé, parce qu'il est à la fois un peu un ovni, comme vous demandiez, et puis en même temps, il est aussi avant-gardiste. Enfin, voilà, je pense que vraiment le prix Pritzker, là, donc le prix Nobel d'architecture décerné à Francis Kéré, peut-être que c'est juste un petit symbole ou quelque chose un peu pour faire plaisir, mais n'empêche qu'il y a eu quand même beaucoup de papiers dessus. Il y a eu enfin, même en Suisse, là, il y a eu un journal qui a marqué un Africain, vous voyez, point d'interrogation, comme si c'était quelque chose d'impossible. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va quand même changer des choses, et je crois beaucoup au mimétisme, c'est-à-dire s'il y a des élites qui se disent mais en fait si Francis Kéré il peut me construire ma maison, vous voyez, même le président béninois là, a demandé à Francis Kéré qu'il construise l'Assemblée nationale, c'est par ces petits changements, par le fait de vouloir copier, qu'on va pouvoir avoir d'autres modèles possibles. Alors bien sûr, le temps que ça se diffuse, ce sera toujours plus simple d'aller chez soi, et comme disait un de mes collègues au Bénin, on achète plus facilement un sac de ciment que du pain. Enfin, vous voyez, vous promenez dans la rue, hop, c'est devant vous. Mais bon, ça nécessite aussi de repenser les filières, et c'est vrai qu'on dit toujours c'est de la faute des architectes, etc. Non, il faut des incitations. J'entendais ce matin à la radio en venant la présidente du Conseil des architectes de France, Christine Lecomte, qui disait qui faisait appel à Macron en disant mais recevez-nous, on va vous dire nous ce qu'on peut faire aussi pour changer ces passoires thermiques, etc. Et donc en fait, il commence à y avoir un vrai mouvement. Il commence à y avoir beaucoup d'architectes en Afrique de l'Ouest aussi qui commencent à dialoguer entre eux, qui viennent ici, il y a des échanges. En Suisse, là, on a reçu Doudou Dem de Élémentaire qui produit justement ces fameuses briques en terre compressées, cuites, et qui essaye de passer au niveau supérieur, parce que c'est bien ça le problème. On peut produire un petit peu, mais avoir la possibilité, et on a les mêmes problèmes en France et en Suisse pour passer au niveau du grand bâtiment. Mais en fait,
s'il y a des incitations, si à un moment aussi les grands groupes sont contraints de mettre en place ces nouvelles normes, ils le feront parce qu'ils ont déjà des recherches et développement à la pointe, ils savent produire, je vous disais, mais tant qu'il n'y a pas la demande et les politiques, en fait, tout ça n'est pas prêt de changer. Mais je pense que là, on est vraiment sur ce moment charnière. Et moi, en tout cas, j'essaye modestement de faire le lien entre voilà, ce qui est fait en Afrique de l'Ouest, qui se fait ici, et j'invite à dialoguer toutes ces personnes parce que c'est clair que c'est là que l'échange va pouvoir se faire et l'avancée va pouvoir se faire. Et notamment aussi dans les écoles d'architecture. Pendant très longtemps, on n'a jamais enseigné l'architecture vernaculaire à l'école d'architecture de Lomé, par exemple, qui est l'école panafricaine, enfin d'Afrique de l'Ouest. Et vous voyez, quand Francis Kéré reçoit un prix Nobel, ça veut dire qu'on va l'enseigner à l'école. Vous voyez, ça veut dire que d'un seul coup, on va redécouvrir cette architecture vernaculaire. Il y a le grand guide de l'architecture qui vient de sortir en 10 volumes sur l'Afrique cette année. C'est un mouvement important. Ça veut dire que l'Afrique rentre enfin sur la carte de l'architecture. Jusqu'à maintenant, on disait qu'ils ont des cases. Ça ne sert à rien. On a appris aux jeunes Africains, quand ils arrivaient à faire leurs études en France ou en Amérique, une architecte nigériane me disait qu'elle voulait faire, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a dit « je veux faire un mémoire sur l'architecture ». Au Nigeria et tout, on lui a dit mais non, c'est pas de l'architecture. Pardon, je vous interromps, mais on vous a dit la même chose, Sename, quand vous étiez en école d'architecture à Paris, il me semble, j'avais lu ça dans un... que vous vouliez travailler sur l'architecture africaine, on vous a dit c'est pas vraiment de l'architecture. Alors non, moi j'ai eu de la chance de faire en tout cas la seconde partie de mes études à Paris-La Villette, qui pendant longtemps a eu comme Bible l'ouvrage Construire avec le peuple d'Hassan Fati. Okay. Donc ils étaient, j'avais des 68 arts vers la fin. Donc j'ai eu un peu de folie dans mes études, ce qui n'est pas le cas des étudiants qui sont venus après moi. D'accord. Juste parce que vous parliez, Armelle, de... Parce que quand on dit... qu'est-ce que c'est que l'architecture néo-vernaculaire que vous défendez, que vous imaginez, je sais pas, et juste très concrètement, comment on construit des briques de terre? Est-ce qu'une brique de terre, c'est aussi solide qu'une brique de béton? Est-ce qu'on peut construire une tour en brique de terre? Ou est-ce que ça voudra dire qu'il n'y aura plus de tours, plus d'énormes bâtiments, et que du coup, ça va changer la ville? Je suis désolé de poser des questions aussi simples, mais c'est comme ça, c'est quand même la question qu'on se pose. Alors moi, je ne vais pas pouvoir solder toutes ces questions-là tout seul. Je pense qu'il faut vraiment il faut des gros espaces de débat, pas ici, mais en Afrique même, qui mobilisent des experts pour trancher ces sujets-là. Le problème, c'est que les Africains ne créent pas ces espaces, ils n'ont pas l'air d'habiter assez le futur, alors que le futur arrive de plus en plus rapidement. Alors moi je parle de néo-vernaculaire pour dire qu'il faut un nouveau vernaculaire, mais surtout quand je disais ça, c'est parce que je regardais aux nouvelles technologies. Parce que pendant longtemps, on a pu penser que les technologies du digital étaient un pas en plus vers l'éloignement, des façons de faire très simples, dans la proximité, etc. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au contraire, non. En réalité, c'est parce que les technologies prises à la source passent par le filtre de la Silicon Valley, et donc par ce paradigme du profit, qu'on a des devices, des solutions en bout de course qui sont verrouillées sur le marché, le profit, et qui peuvent être problématiques sur le plan environnemental. Mais on passerait les mêmes technologies par un autre filtre, on aurait aujourd'hui une sorte de sublimation de ce qu'on appelle le vernaculaire. Pour donner un exemple précisément en architecture, ce serait l'impression 3D. Le problème, comme l'a dit Armelle, avec la construction en terre, par exemple, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que c'est plus simple de monter des briques de ciment et de faire des villes pour beaucoup de gens rapidement avec le ciment. On se demande comment on ferait si on voulait faire une ville entière rapidement parce qu'il y a des déplacés en terre. Ça paraît compliqué. Alors que si on investit ces nouvelles technologies du digital, qui sont des technologies qui sont beaucoup imprégnées des éthiques hackers, qui veulent travailler la distributivité, on peut, même sur des matériaux qui paraissent être des matériaux très primaires, développer des architectures très audacieuses et surtout performantes sur le plan de l'échelle. D'accord. Je vois pas que... c'est-à-dire que l'imprimante 3D peut travailler des matières comme la terre? Oui, vous pouvez imprimer un bâtiment en terre, ce qui sera un moyen de reconquérir toutes ces formes organiques qu'on perd dans l'architecture quand c'est fait en ciment. D'accord. Et d'ailleurs, sur la question du numérique, parce que c'est intéressant, hier, Vandana Shiva
énormément insisté sur les aspects très néfastes des technologies. Or, à la fois dans ce que vous nous racontez là, et puis peut-être vous développerez un peu sur les hack labs, etc., et dans ce que vous avez observé à Armel, il y a un autre usage possible des technologies qui reconfigure aussi la ville ou qui configure les villes africaines d'une manière qui n'est pas celle qu'on imagine. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter comme ça quelques usages qui sont... Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est des usages positifs par rapport à des usages négatifs, mais qu'il y a des inventions, des innovations, etc., qui sont hyper intéressantes. Oui, alors après, je pense que Sename est mieux placé que moi pour parler de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des Fab Labs dont Sename a été un créateur, des maker space, comme on dit, et parfois, en fait, moi, je reprends souvent la citation que tu dis, en Afrique, on n'a pas besoin de smart city, on a besoin de smart citizens, donc de gens qu'il faut former aux nouvelles technologies et créer des applications qui sont vraiment utiles. Et il y en a, à Lomé, il y a on peut prendre le taxi, les taxis-motos par des applications qui ont été créées par des jeunes togolais, et du coup, maintenant, même Uber est en train d'essayer de les racheter, vous voyez, donc c'est tout à fait des transferts assez intéressants à suivre. Il y a la possibilité, dans un quartier à Cotonou, on a cartographié un bidonville qui n'existait pas sur la carte, alors qu'il était à quelques centaines de mètres de la présidence, mais qu'on y est complètement. On a, avec un Fab Lab local, le Blow Lab, on a formé les gens à utiliser des ordinateurs, à recycler des vieux ordinateurs, 50 vieux, on en a fait 17 neufs, enfin 9 qui marchent, en tout cas dans des jerrycans. Et après, les gens étaient formés à utiliser ça et à cartographier leur quartier. Et on est arrivé, on a été voir le chef quartier, on a dit voilà la carte de votre quartier. Il a dit merci, je vais à la mairie, maintenant je vais leur dire je veux l'eau, je veux l'électricité, je veux ça parce que j'existe sur la carte, donc j'ai des droits. C'est le premier pas vers un droit à la ville, etc., etc. Donc on peut faire ça avec un peu, on va dire, une ville frugale. Hein. Ça pose quand même cette question de, voilà, c'est pas les nouvelles technologies telles qu'on les a, mais en même temps, ça peut être utile. Donc, moi, je suis pas contre toutes les nouvelles technologies, au contraire. Mais par contre, il y a toujours ce risque que, après, les autorités disent, bah, regardez, les Africains, vous leur donnez un vieil ordi, une canette de coca, puis ils vous font une maison, c'est fantastique, on n'a plus besoin de rien et on déresponsabilise. Donc, pour moi, les nouvelles technologies, c'est un outil, pas une solution, en tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que ce réseau de Fab Lab que vous avez créé, mis en place, à quoi ça sert? On a combien de temps? Le temps que vous voulez. Non, moi je préfère parler plutôt de liens, parce qu'il me semble qu'il y a des ressources qui tarissent aussi, mais dont on ne parle pas assez, mais ça me permet quand même de reboucler avec la question du béton, etc. Et puisque vous permettez de poser des questions, je vais poser aussi une question à l'audience. Est-ce que vous sauriez quelle est la toute première technologie développée par l'humanité? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ça? La pierre taillée. Madame. Voilà, souvent les gens disent le feu, d'autres le langage, etc. Alors la toute première technologie que l'humanité ait jamais développée, c'est l'homme augmenté. Alors je ne parle pas d'homme augmenté avec des puces dans le corps, etc. Mais c'est l'homme augmenté par l'homme. C'est le groupe, la tribu, c'est la structure sociale. Parce que évidemment, quand on est plus nombreux, on fait plus facilement les choses. C'est performant d'être en groupe. Si je vous demandais de retenir tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous y arriverez plus facilement si vous organisiez pour que chacun mémorise une partie. Ou si je vous demandais de bouger ce gros truc, vous le feriez plus facilement si vous êtes plusieurs. Donc cette technologie-là, qui est la toute première technologie, pendant longtemps, a été le modèle de toutes les autres technologies qui ont suivi, les outils. Il y a toute une logique d'auxiliaire qui s'inspirait de la structure sociale. Et ce qu'on voit avec le digital, c'est qu'il y a une sorte de prétention chez cette technologie-là de ne plus avoir ce socle de la structure sociale, mais de créer un monde en soi. C'est-à-dire que les technologies du digital ne veulent pas refusent la logique du service, ils ne veulent pas servir le social, mais ils veulent créer un monde en soi où nous, on ne serait que des invités pour faire du social. Et donc, la chose importante à comprendre avec la structure sociale et le lien, c'est que contrairement à toutes les autres technologies, elle défie l'obsolescence programmée. Vous ne pouvez pas programmer la structure sociale pour qu'elle tombe en désuétude. Au contraire, plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. L'exemple que je donne souvent, et tu as bien fait de parler de taxi-moto, c'est que moi, quand je suis à Lomé,
Si j'ai ma fille qui est malade et que ma voiture est en panne, que je dois l'amener à l'hôpital, mon premier réflexe, il y a encore quelques temps, ça aurait été de sortir et de crier « Ah, on a un gros problème, est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à faire cette course rapidement ?» Et tout le quartier se serait battu pour avoir l'honneur de me rendre ce service. Pas parce que les Africains sont fondamentalement bons, mais c'est parce que ça crée une logique de groupe où on se crée des comptes les uns chez les autres et on a un système d'obligation réciproque. Et l'autre sait que quand il aura besoin, il pourra aussi compter sur moi. Maintenant, le souci, c'est que quand ma fille est malade maintenant, je ne mobilise plus cette technologie-là, je vais sur Gozem. Donc, cette technologie qui est un peu plus sublime et qui se renforce d'elle-même, je la néglige pour quelque chose qui est du digital. Donc c'est cette sorte de, comment dire, donc il y a cette prétention qui est très forte dans les technologies digitales et il y a une deuxième prétention qui est que pendant longtemps le capitalisme a voulu faire fonctionner les États comme des business. Et le capitalisme a l'air de se dire aujourd'hui qu'il y arriverait plus vite s'il transforme des business en États, avec des entreprises qui battent monnaie, qui ont un système de justice, etc., etc. Et donc ces deux prétentions du technologique ont identifié la ville comme leur moyen de se réaliser, parce que la ville est le lieu où on peut tout régler dans des logiques de grille, et où donc on peut contrôler le plus de gens et donc pousser les gens vers l'intérieur, éviter que les gens aient de plus en plus de temps investi dans le lien ou dans la nature, parce que c'est du temps en moins où ils sont sur leurs devices qui sont le moyen à la fois d'extraire la donnée, donc de les exploiter, mais aussi de les surveiller. Et le souci, c'est que les plus grandes villes du monde vont apparaître en Afrique. Et donc, ce qu'on appelle les big tech, les GAFA, ont compris que c'est en Afrique que ça allait se passer. Donc, ils sont tous en train de fondre sur ce continent. On vous parle d'une ville unique de Lagos à Abidjan. Ça veut dire qu'il va y avoir à l'échéance de 30 ans une ville qui sera plus puissante que chacun des pays qu'elle traverse. Donc, cette ville-là sera plus puissante que le Nigeria tout seul, le Bénin tout seul, le Togo tout seul, le Ghana tout seul et la Côte d'Ivoire tout seul. Et donc, celui qui aura le contrôle de cette ville a un pouvoir démesuré. C'est un sixième des urbains mondiaux qui seront dans les villes africaines. Donc il y a ce signal très fort qui est envoyé que le futur du capitalisme en reconfiguration qui devient très digital est en Afrique, qui n'a pas de résistance parce qu'évidemment les décideurs africains sont illégitimes, ils n'opposent pas de rapport de force, ils acceptent tout. Et donc si le continent ne fait rien, il va devenir le formidable laboratoire d'une dystopie presque terminale. Parce que, alors, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est quelque chose qui regarde aussi les Occidentaux, parce que le poids que va avoir le continent africain, si ce continent-là qui est aujourd'hui, qui compte pour marginal dans la production, par exemple, des gaz à effet de serre, je crois que c'est entre 3 et 4%, ce continent pourrait rattraper rapidement ce retard-là et surtout devenir le lieu où on teste des choses qu'on ne peut pas faire en Occident. Comme sous Mobutu, avant, certaines entreprises pharmaceutiques occidentaux allaient développer des poisons parce qu'il n'y avait pas de besoin de légitimation. Vous avez un exemple de ça, quand vous dites que les big tech sont en train de fondre et d'expérimenter, il y a des signes de ça Bon, j'ai un exemple, mais il risque de me créer des problèmes. Je vais le donner quand même. Le Togo, mon pays, a eu beaucoup de presse positive récemment parce que le ministère de l'Éducation, le ministère du Digital, d'éthique, a développé une technologie qui permet d'envoyer de l'argent aux gens les plus pauvres pendant la crise du Covid. Et ils ont fait ça en partenariat avec un laboratoire de Berkeley, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et comment cette technologie fonctionne? Elle couple deux données. Donc, elle regarde les habitudes de consommation téléphonique. Donc, on voit si tu continues à téléphoner comme avant ou si, depuis quelque temps, tu recharges moins ton crédit et tu appelles moins. Avec une deuxième donnée qui est l'observation des toitures. Donc on regarde quelles sont les toitures les plus abîmées. Et donc si tu as une toiture abîmée et que tu ne téléphones plus comme avant, l'algorithme considère que tu es pauvre.
Et donc, tu reçois de l'argent du gouvernement sur ton téléphone. Alors, c'est une technologie qui pose un certain nombre de problèmes qui sont évidents, qui n'auraient jamais même commencé les premières étapes de test en contexte occidental, mais qui a fonctionné en Afrique avec du financement, parce que c'est des gens pauvres, on ne peut pas mettre tous les garde-fous, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'une fois qu'une technologie est développée, quelle qu'elle soit, elle gagne en légitimité. Et elle peut revenir un peu en boomerang en Occident même. Armelle, je te vois prendre des notes. Oui, en fait, tu as raison, Sename, il y a beaucoup de choses qui sont testées d'abord dans les pays africains, on le sait, et pas que seulement sur le pharmaceutique. Par exemple, en Afrique du Sud, hier, Vandana Shiva disait, voilà, on a transformé l'Inde en commodity, en gros, et puis la maison est devenue du real estate, de l'immobilier. En Afrique du Sud, il y a déjà ce qui existe, c'est le credit scoring. Donc, en fait, vous êtes déjà enregistré dans des fichiers, on sait combien vous gagnez par mois, combien vous êtes endetté, combien vous pouvez rembourser. Quand vous arrivez dans une agence immobilière pour dire, j'aimerais louer cet appartement, ils ont déjà toutes les données. Et si vous êtes au rouge, c'est même pas la peine de rentrer en fait. Donc on a déjà, avec les nouvelles technologies et les databases, dans certains pays, on est beaucoup plus en avance pour ce qui peut être le pire en fait dans les de ce monde techno. Et même en Afrique de l'Ouest, je disais tout à l'heure, les gens ne sont pas bancarisés. C'est pas tout à fait vrai en fait, parce que vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle l'effet leapfrog de la grenouille. Donc la technologie arrive plus tard, par contre elle arrive beaucoup plus vite et on saute de nombreuses étapes. Donc on passe de rien à la 4G. Et les gens, par exemple, pour payer, ils payent avec leur smartphone. On va chez MTN, ce grand opérateur qui est déjà sur tout le corridor urbain et que vous pouvez passer d'un pays à un autre sans justement avoir à changer d'opérateur, etc. Et voilà, vous payez avec votre téléphone, on envoie de l'argent et on envoie du ciment, on paye avec son téléphone. Maintenant, c'est fantastique pour la diaspora. On n'a pas beaucoup parlé de la diaspora africaine, mais un des gros problèmes de la diaspora, c'est d'envoyer de l'argent au pays. Aujourd'hui, on va sur Alibaba, qu'a montré Michaela tout à l'heure, ou sur d'autres opérateurs liés à des services bancaires et à la téléphonie. Tout ça est très couplé. Et puis on dit, j'achète 3 tonnes de ciment et je les fais livrer sur ma parcelle parce que je fais construire une maison là-bas, ce qui évite que le cousin à qui j'avais confié l'argent parte avec l'argent, etc. Voilà, donc tout ça est très avant-gardiste, si on veut, et on peut être complètement en brousse, et se faire envoyer de l'argent sur son téléphone. Des choses que nous, on ne fait pas encore, ou pas tout à fait ici. Donc on a vraiment les limites du techno qui sont repoussées dans certains pays, ce qui est assez incroyable et qui inquiète aussi. Oui, mais alors, du coup, la question qui se pose, c'est la question des ressources de l'Afrique pour lutter ou réinverser ce mouvement. Parce que, à vous écouter, il est complètement inéluctable. C'est une alliance entre les gouvernements, les grandes entreprises de la tech, et que les gens sont convaincus par ailleurs que c'est comme ça qu'il faut faire. On se dit, mais donc, sur quelles ressources on peut s'appuyer pour travailler ce mouvement et l'inverser? Je n'ai pas de solution. En tout cas, une des grosses tensions qui va surgir ces prochaines 30 années, comme tu l'as dit, plus grosse concentration urbaine en Afrique de l'Ouest, en Afrique, etc., c'est que là, on est en train de demander en fait, aux Africains de faire attention maintenant. Alors hier, voilà, c'est la fin de l'abondance. Alors dans des pays où il n'y a jamais eu l'abondance, si vous voulez, c'est très compliqué de demander aux gens de ne plus être justement de redevenir frugaux. Enfin, moi, je me vois mal aller voir mes collègues à l'université et leur dire, mais en fait, il faudrait plus que tu utilises la clim, parce que tu l'as depuis 10 ans maintenant, ou 5 ans, tu ne peux plus l'utiliser. Tu ne vas pas pouvoir utiliser ta voiture, ce serait bien que tu reprennes des transports en commun. Enfin, vous voyez, cette dette en fait, environnementale qu'on est en train de faire payer sur l'Afrique va être la source de nombreux conflits. On l'a vu à la dernière COP. Il y a des pays où les gens n'ont pas pu venir, les représentants n'ont pas pu venir, parce que ça coûtait trop cher de venir. Et il y a eu ce scandale autour des jets, en disant, regardez, les pays européens, ils viennent en jet, et nous, les Africains, on ne peut pas se payer l'hôtel. Je ne sais plus où c'était, en Grande-Bretagne, je crois. Enfin, voilà. Et du coup, toute cette dette et le mouvement décolonial, on n'a pas le temps de développer ici, mais voilà, est en train de dire, nous, on ne va pas payer cette dette, en fait. C'est vous. Et ces tensions, elles vont être très fortes. Comment dire à une classe émergente qu'aujourd'hui, il faut qu'elle continue à vivre dans le chaud, alors qu'ici, on est en train de climer à tout va. J'ai vu les chiffres en France, c'est incroyable. Et que le jeu de demain, c'est ceux qui vont rester au frais. C'est déjà le jeu en Afrique. Qui est au frais? Qui peut se permettre d'avoir... Moi, j'ai des collègues qui me recevaient avec la veste en velours. Ça veut dire que ça, c'est une personne qui est importante parce qu'elle passe toute la journée sous un climatiseur. Donc la distinction entre les gens riches et les gens pauvres, elle se fait comme ça. Qui reste au frais? Qui ne sue pas? Elle vient aussi chez nous et ça va être difficile
À nous maintenant de dire, comme c'est déjà le cas, il va falloir que vous preniez vos responsabilités alors qu'on est dans les villes les plus frugales du monde qui finalement consomment très peu par rapport à ce que nous, on peut aussi produire comme gaz à effet de serre. Et c'est sur cette question des ressources et d'une inversion possible ou de moyens de lutte. En architecture, malheureusement, moi je ne peux faire que le pari d'un accident. Il y a un motif en Afrique, il y a déjà eu, ça s'est déjà passé, que sur une génération les choses changent complètement. Ça s'est passé sous le pharaon Djeser, avec un jeune prêtre qui s'appelait Imhotep et qui a inventé, on pense même qu'il a inventé le béton. Et on a basculé du jour au lendemain d'une architecture de terre crue, de huttes, en l'architecture monumentale des pyramides. Sur une génération, grâce à la rencontre de quelqu'un d'extraordinaire, de visionnaire et d'un homme de pouvoir. On a eu une révolution pareille un peu plus tard sous l'empereur Kankan Moussa. Il semblerait que ce soit un architecte Assaeli de Cordoue, un architecte arabe qui l'aurait ramené du Maroc, qui aurait inventé, même si, alors je mets tout ça, je pense qu'on a un historien cet après-midi, oui. Il nous dira, mais là aussi, ce qu'on appelle l'architecture soudano-sahélienne, ça s'est inventé, c'est une architecture monumentale, une architecture rigoureusement urbaine, et ça s'est fait sur une génération, et ça a essaimé très rapidement. Donc il faut malheureusement faire le pari de ce genre d'accidents extraordinaires, et que ça prenne aussi en Afrique. Sinon, en termes d'atout, quelle est la ressource que l'Afrique peut mobiliser? Je pense que le plus grand atout du continent aujourd'hui, c'est sa jeunesse. C'est aussi ce qui peut être le plus problématique. Donc il faut tout miser sur la jeunesse, faire une jeunesse qui monte en exigence, et ça ira certainement mieux. Peut-être si je peux compléter, mais du coup, je pense que c'est fantastique qu'il ait fait Louis Sarr cet après-midi, puisque lui-même réfléchit en fait à tous ces imaginaires en fait qu'on doit changer, et c'est des imaginaires urbains qu'on doit changer. En tout cas, si je me contente de parler de cela, Félouine parlera des autres, mais c'est donc des nouveaux discours. Enfin, je veux dire, on a été élevés nous en Europe aussi avec ce discours sur les trois petits cochons. La maison en paille ne sert à rien, la maison en bois, de toute façon, elle tombe tout de suite. Il y a que la maison en briques et en béton et en ciment qui va résister. Je veux dire, on nous a nourris de ça pendant des décennies, grâce en plus à Walt Disney qui a repris le compte. Moi, mes fils en Afrique, ils étudiaient sur un livre qui s'appelle Mamadou et Binta, qui est le livre pour apprendre le français dans les pays francophones. Et je ne sais plus à quelle page, il y a la leçon « Les belles maisons en ciment ». Donc, dans mon village, il y a des belles maisons en dur, elles sont en ciment, etc. Elles sont très importantes. Vous voyez, on apprend ça aux enfants à l'école. Donc, il y a plein de choses qu'il faut changer. Tout à l'heure, Michaela disait « Oui, mais c'est vrai que quand quelqu'un jette le papier par la fenêtre », voilà, c'est des choses de 30 ans, c'est une génération. Bon, les choses peuvent aller très vite, et je crois aussi dans ces nouveaux imaginaires, dans ces nouvelles villes. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'habite à Genève, peut-être 4e ou 5e ville où il fait le meilleur vivre au monde. Et je le dis, malheureusement, je m'ennuie terriblement. C'est une ville froide. Comme disait mon fils quand on est arrivé d'Afrique, ils sont où les gens? Il n'y a personne. Enfin, après, il y a les jeunes voix qui vont me tomber dessus là. Mais je veux dire, par rapport à Lagos ou à Cotonou, alors je ne vais pas enjoliver, parce que la vie à Lagos c'est horrible, etc. Mais je veux dire, il y a des choses qui restent encore. Et peut-être que oui, il va falloir qu'on aille apprendre aussi de ces villes. Il va falloir qu'on réécrive les futurs urbains. Ça, c'est Félouine qui dit ça avec Achille Membe. Réécrire l'histoire du monde aussi depuis d'autres endroits, depuis d'autres villes qui sont peut-être plus accueillantes, moins froides. C'est pas qu'une question de climat. Voilà, et des choses qui peuvent aussi montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Je pense qu'ici, le public est acquis, mais je veux dire, ou Vandana Shiva hier, mais voilà, c'est aussi possible. Enfin, j'y crois, en tout cas, moi. C'est comment une belle maison autrement qu'en béton, comme celle que vous construisez? Vous pouvez nous la raconter? En terre. Ouais, d'accord. Et ça ressemble à quoi? Comment sont les pièces? Oh là. Hier, on m'a demandé quelle était mon architecture idéale et j'ai parlé de ma maman. Le geste de l'architecte, c'est toujours cette nostalgie de retourner à l'espace le plus confortable qu'on ait jamais connu, où on était protégé, etc. Donc toute l'architecture de l'habitat, ce n'est qu'une nostalgie. Et les Africains sont très radicaux en ça. En fait, les Africains ne font pas de la nostalgie quand ils font une maison.
parce qu'ils font réellement une femme. Chez les Tambermans, chez qui moi j'ai travaillé longtemps par exemple, le Tata Samba est considéré comme une femme. C'est la femme la plus ancienne de la communauté. Et quand vous arrivez chez un Tamberman, souvent ils sont dans la cour, ils sont assis dans la cour, mais vous ne parlez à personne, vous les dépassez. Vous allez d'abord vers la maison, vous passez la tête par l'embrasure, ce qui revient à saluer la maison, avant de venir parler aux gens. Un Tamberman qui quitte une assemblée comme celle-là va vous dire « Ah, il faut que je retourne voir ma mère », mais il ne parle pas de sa mère, il parle de sa maison. Donc, je pense que la radicalité inverse à la radicalité de la modernité à produire, puisque la modernité a procédé par deux grandes ablations. Il a coupé dans la liane et il a coupé dans le lien. Avec le naturalisme, l'homme s'est coupé de la nature. Et ensuite, le groupe a été modélisé sur l'exemple de la nature. C'est-à-dire qu'on considérait qu'être en tribu, en famille, avoir plein de liens, c'était encore une contrainte. Et que l'homme était réellement achevé, accompli, s'il était individuel. Et alors ça a pu être une éthique à un moment donné dans l'histoire particulière occidentale parce que ça a permis quand même de lutter contre certaines choses, mais c'est devenu le logiciel de la planète entière et c'est ça qu'il faut corriger. Il faut faire des architectures qui réintroduisent du lien et de la liane, donc, où on remet de la nature et on remet du lien social. Tout ce contre quoi travaille le paradigme du profit. Donc il faut divorcer fondamentalement du paradigme du profit, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ça passe par des matériaux et ça passe par des formes. Divorcer du paradigme, c'est beaucoup plus fondamental. Parce que dès l'école, on nous apprend, en fait, une belle architecture, c'est quand même une architecture qui se vend. Vous designez un bel objet parce que votre prof aura jugé qu'il peut pénétrer idéalement un marché. On ne vous donne pas une bonne note parce que votre produit que vous avez pensé ne crée aucune crise en aucune géographie ou dans la Terre. On ne vous donne pas une bonne note parce que vous produisez de la valeur, de la richesse distribuée. On vous donne une bonne note parce que sur le marché, la chose a de la valeur. Donc il faut disqualifier le marché et mettre une autre valeur à la place. Le problème, c'est que les Occidentaux sont peut-être trop intoxiqués par le marché et qu'il est peut-être déjà trop tard pour que cette révolution-là émerge en Occident. Il faudrait que les Occidentaux puissent faire silence et il faudrait que les peuples en sa périphérie, eux, reprennent confiance suffisamment en eux parce qu'ils sont toujours persuadés que c'est les Occidentaux qui doivent les guider pour pouvoir proposer une alternative. Et c'est cette collaboration-là qu'il faut créer, de la modestie en Occident et un peu plus de modestie en Occident et beaucoup de confiance en soi pour les peuples anciennement sauvages. Est-ce que vous avez... Bon, merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps pour les questions, donc vous pourrez chacun reparler. Est-ce que vous avez des questions, des remarques Madame. Vous avez dit que le ciment, le béton engendrait de la pénurie de ressources, calcaire, sable, eau, etc. Si on construisait uniquement en terre, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une pénurie de terre ? Non, en réalité, non. Parce que l'idée, c'est de construire localement. Donc, on ne serait pas, en tout cas dans la radicalité que moi je propose, on n'est pas dans la spécialisation des espaces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des espaces qui sont censés produire la ressource et des espaces, comme on a parlé tout à l'heure, de territoires riches et de territoires pauvres. Il faudrait que chaque espace puisse construire avec ses ressources. Et si donc on arrive à distribuer l'effort, normalement, on éviterait les écueils de surexploitation de ressources à des endroits donnés, ce qui est la vraie problématique. Ensuite, la terre, évidemment, est facilement... Parce qu'on a parlé des problèmes, mais on n'a pas parlé du problème de l'après-vie du béton. Donc, c'est des soucis qui sont plus mitigés avec ce matériau-là, même quand il est stabilisé avec un peu de ciment ou d'autres éléments.
Peut-être pour compléter, en fait, ce que prône Francis Quéré, toi et d'autres, c'est justement vraiment de faire un diagnostic de ce qu'il y a comme matériaux autour. Par exemple, ici, avec les pierres qu'il y a dans la région, on ne va pas se mettre à faire de la paille à tout va ou du bois. À l'inverse, à côté en Suisse ou en Savoie, voilà, il y a eu la filière bois qui s'est beaucoup plus développée, mais c'est pareil, il y a une pénurie de bois, donc on ne peut pas faire que ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut arrêter de construire en béton, il faut juste l'utiliser de façon plus à bon escient, c'est-à-dire par exemple faire les dalles, c'est évident, sinon, voilà, c'est quand même les chalets sont en pierre et en bois, si on veut. Voilà, essayer de l'utiliser mieux, moins, parce que souvent on fait des surdosages, alors surtout en Suisse, avec cette idée du bunker, du séisme, etc. Donc souvent, même les ingénieurs et les architectes disent oui, c'est vrai, on surdose, donc vous voyez, on pourrait en utiliser beaucoup moins. Donc il y a toutes ces choses à revoir, et peut-être pour construire, effectivement, regarder mieux ce qu'il y a autour et se poser en tout cas la question. De qu'est-ce que il y a un collègue à l'ETHZ à Zurich qui a la chaire de construction durable qui s'appelle Guillaume Habert, qui est français, et qui a montré comment on avait changé les régimes d'aliments ces 20 dernières années, comment il fallait changer les régimes. Il a une photo qui est superbe, les régimes de construction. C'est exactement la même chose. En disant, comme nous, on nous dit qu'il faut consommer moins, par exemple, voilà, moins de viande, etc. C'est pareil, on peut aussi faire la même chose, le même diagnostic pour les métiers du BTP. Il y a plein de choses qu'on peut changer assez facilement, a priori, avec un peu d'incitation et de bon vouloir des grands groupes. Une question tout au fond. Ah, pardon. Non, je sais pas. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. On a le temps pour les questions, donc. Monsieur. Oui. Ah. C'est à moi ? Ok. En fait, ça permet peut-être de faire le lien avec la discussion d'hier, mais si on repose la question de la construction avec la question de la subsistance, parce que se loger, ça fait partie aussi de cette question de la subsistance, j'ai du mal à imaginer la question du béton dans l'idée de l'autonomie, dans le sens où, en tout cas du béton, du ciment, puisque j'ai l'impression que ça demande des infrastructures qui ne permettent aucune autonomie et aucune réappropriation de savoir. Si on imagine que la question du béton, c'est aussi de la perte de savoir dans le monde entier, et en tout cas en Europe, c'est assez clair, avec les deux guerres, la mort de tout un tas d'artisans, et que du coup, ensuite, le béton qui est amené sur le marché et les ouvriers qui deviennent tout d'un coup plus qu'une petite main de la machine. Et oui, voilà. Je ne sais pas trop exactement où je voulais arriver avec. Je n'ai pas vraiment une question en fait. Non, mais si, c'est très intéressant la question de la perte du savoir par le mais du coup, comment. Enfin, oui, peut-être sur la question des architectes, en tant que maçon, enfin, ça c'est mon métier, je me rends compte que souvent, la problématique avec les architectes, elle n'est pas toujours hyper simple. Il y a toujours une vue surplombante, avec des matériaux qui ne se posent jamais dans la question de l'autonomie, mais toujours sur cette question un peu de la thermique, avec des maisons, c'est des maisons créées par la pétrochimie, on est sur du par vapeur, on est sur du béton armé, on est sur tout un tas de techniques qui ne permettent pas de penser la réappropriation des savoirs. Et du coup, si la question vernaculaire, les quartiers vernaculaires, les quartiers des grandes villes par exemple, qui ont été détruits pour la sécurité, pour le contrôle, quelle possibilité dans les villes de penser le savoir vernaculaire, j'ai du mal à l'imaginer. Et bon, tout est un peu confus. Non. Vous vouliez ? Bon, la première chose à dire, c'est que le béton, c'est pas un gros mot. Hein. Moi-même, je fais du béton. Des fois, j'en fais même par coquetterie, parce que c'est un matériau qui se marie assez bien avec la terre. Donc, si vous faites de jolis poteaux en béton, vous avez une sorte de magie par contraste de ce truc très masculin avec des formes plus animistes, plus courbes que permettent la terre. Mais surtout, il y a des performances que vous ne pouvez atteindre que par le béton. Donc, il ne s'agit pas de retourner vivre comme des Amish. Mais donc pour rassurer ceux qui pensent qu'ils auront le choix. Mais donc voilà, le béton, c'est pas du tout un gros mot. Maintenant, il y a effectivement une question de est-ce qu'on pourrait, en se passant de béton, continuer à faire de la ville à l'échelle, dans les configurations. Il y a quand même une réalité urbaine. Et encore une fois, c'est une question de paradigme. Il faut sortir du paradigme du profit, du paradigme industriel,
pour autoriser une nouvelle révolution, un nouvel appareillage où on produit dans la proximité et voir comment on fait business avec ça. Alors, c'est peut-être pas du business qui se concrétise par de l'argent sur votre compte, mais par une nouvelle, je pense que Felwine pourra nous parler de ce genre de choses, une nouvelle façon de comptabilité, mesurer de nouveau, mesurer autrement ce que vous gagnez par de la qualité, etc. Mais tous les outils sont là aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant longtemps, le système industriel s'est imposé parce que c'était une éthique, c'était le seul moyen d'organiser des grands groupes. On ne pouvait pas imaginer qu'à l'intérieur d'une grande installation, il y ait des systèmes d'autogestion. Alors que les technologies qu'on a aujourd'hui nous permettent de créer des sortes d'îlots à l'intérieur même de la ville et que chaque îlot produise dans sa proximité, se nourrisse dans sa proximité, etc. etc. Parce qu'on a des technologies du transversal, on a de la blockchain, etc. etc. Donc, le système industriel est très archaïque en réalité aujourd'hui par rapport à l'état d'avancement des nouvelles technologies. C'est parce que c'est la Silicon Valley qui tient les nouvelles technologies qu'on continue à forcer la technologie à rentrer dans le corset capitaliste. En fait, les technologies sont très anticapitalistes. En tout cas, la dernière séance de nouvelles technologies qu'on a eue, technologie du pair à pair, même l'intelligence artificielle, c'est des technologies du distribué, de la proximité. Et donc, il faut les arracher de ce crible-là par lequel ils passent et les faire passer par autre chose pour inventer de nouvelles sociétés. Et dans ces nouvelles sociétés-là, on peut imaginer que vous faites du béton dans la proximité parce qu'il y a des façons à froid de faire du béton. On peut faire du géobéton en mélangeant de la chaux avec du sel nitrate et d'autres types de stabilisateurs que les graviers. Juste sur la main-d'œuvre, c'est vrai que le secteur de la construction est un secteur qui emploie énormément de monde en Afrique, hein, c'est évident. Et il y a cette crainte que les gens n'aient plus de travail, justement. Et par exemple, le béton, on fait du béton aussi parce que c'est très facile à faire dans le sens où il n'y a pas besoin d'énergie, hein, on n'a pas besoin d'électricité. Donc on a juste besoin de bras, ce qui est la ressource presque la plus facilement trouvable en Afrique de l'Ouest en tout cas. Mais après, quand les architectes et les ingénieurs disent qu'ils veulent construire en briques en terre, en fait, il y a pas encore, où il y a des savoirs qui se sont perdus, donc il y a tous ces savoirs à transformer. Donc c'est bien une question de paradigme. Il suffirait juste de savoir comment construire autrement. Il y a cette association, la Voûte du Bien au Sahel ou Fact Sahel Plus. Je vous encourage à suivre ces réseaux qui relancent toute cette architecture en terre, en paille, en bois et qui disent que voilà, ils forment des gens, ils forment des maçons qui ne faisaient que du béton et maintenant sont formés à faire d'autres choses. Donc c'est aussi une question de savoir-faire. Madame ? Oui, moi j'aimerais juste rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur si on construisait en terre, en prenant la terre, est-ce qu'il y aurait suffisamment de terre pour faire les constructions ? Et je me dis qu'on parle beaucoup des ressources, ce qui est tout à fait logique, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler de l'espace ? Et quels sont nos besoins en espace ? Et voilà, pour moi c'est une grande interrogation. Et je trouve qu'ici, en Occident, on bénéficie souvent, pas dans les villes effectivement, mais d'espaces immenses, qui sont très gros consommateurs, qui sont souvent sous-exploités. Et peut-être qu'on pourrait avoir une réflexion sur quel est mon besoin d'espace réel et comment je peux l'habiter, comment je peux le remplir et peut-être moins consommer par ce biais. Oui, c'est un très bon sujet, ça rejoint ce que je disais dans tout ce qui est perdu dans l'habitat entre guillemets moderne. Pour prendre un exemple très caricatural, les Africains ils vivent pas à l'intérieur, généralement on est dehors et la maison sert à autre chose qu'à vivre en réalité. Donc ils n'ont pas besoin des espaces que prescrit l'architecture des villes africaines aujourd'hui. Donc si on pensait des sociétés modernes mais qui patrimonialiseraient ces façons de faire où on vit dehors, ça prescrirait une toute autre architecture qui ne peut être prise en charge par le béton. Mais cela est très, très, très contrebalancé fortement aujourd'hui par la démographie. C'est-à-dire que
il y a à la fois dans moi et moi, il y a quelques années, quand je parlais de ça, je défendais une sorte de retour à la vie dans la nature et à la maison avec une relation au sol. Mais la démographie qu'on a nous oblige aussi à penser de la densité. Et il y a aussi des choses auxquelles on va devoir renoncer dans ce qui est les qualités de vie traditionnelles de ce continent-là. Sinon, les villes vont s'étaler à l'infini si elles continuent dans la dynamique actuelle, puisqu'on n'a pas décidé quel pourcentage on artificialisait, qu'est-ce qu'on laissait à la nature, etc. Sur la question de l'espace, Armelle? Oui, vous posez une très bonne question. Il y a la question de construire en hauteur ou pas en Afrique, c'est une vraie question. Hein. Dans pas mal de pays, il n'y a pas de législation sur la collectivité, en fait. Le fait d'être copropriétaire, la copropriété, par exemple, ça n'existe pas en tant que législation. Donc les gens hésitent toujours à acheter un appartement copropriété. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont en train de changer. Du coup, on a deux questions. Si on regarde là-bas, c'est clair que la croissance démographique fait que de toute façon, il y a ce besoin d'espace, mais c'est vrai qu'il y a cet étalement qui est particulièrement problématique. Là, le fait que ce soit une urbanisation continue, je vous disais 30 millions d'habitants aujourd'hui, on parle de 50 millions dans 15 ans, ça va être quelque chose de vraiment d'incroyable, et du coup, c'est clair que les villes s'étalent. Ça, c'est une vraie question, donc monter en hauteur. Après, ici, c'est la question des espaces. On sait que les pavillons, en moyenne, ont augmenté de 20 mètres carrés en l'espace de quelques années, hein, et que du coup, je ne parle pas des résidences secondaires dont la région est bien représentative, je crois. Donc tout ça, et là, ça rejoint, je pense, les débats d'hier soir avec Geneviève ou Vandana Shiva, la subsistance, comment on consomme moins, la vie plus frugale, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on a besoin d'espace, autant de choses, enfin, tout ça est extrêmement lié. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, de demander maintenant aux gens qui peuvent et qui ont accès à ça, aux classes moyennes des pays du Sud, qui peuvent justement consommer maintenant, de leur dire de ne pas le faire, parce que ça va manger de l'espace. Ça, c'est très compliqué. À nous, voilà. Ah oui, mais ça, c'est... Oui, en plus, en France, comme il y a de l'espace, on a moins ce problème, on y pense beaucoup moins que dans d'autres pays. En Italie, par exemple, où c'est beaucoup plus restreint. Vous allez dans un cimetière, tout le monde est empilé l'un sur l'autre. On n'a pas la place de mettre des tombes partout. Donc, vous voyez, c'est des vraies questions qui sont aussi liées aux nations, là, aux questions nationales. Il y avait une question là-bas? Oui, on m'a demandé de poser une question courte. Je vais faire un effort. Je retiens du débat que d'un côté, on devrait ralentir l'usage du béton pour des raisons d'énergie, mais que d'un autre côté, en particulier en Afrique, le béton, il est désirable parce que c'est des valeurs, on accède au modèle occidental. Donc, pour lever ce verrou, rendre désirable d'autres modes de construction. Ma question, elle est plutôt assez namée. C'est ce je ne sais pas comment il faut dire, néo-vernaculaire. Est-ce que ça ne serait pas de redonner un intérêt aux valeurs traditionnelles? Et est-ce que ça existe dans la grande conurbation? Ou est-ce que ce n'est pas un moyen, une direction dans laquelle il faut creuser pour que les gens soient fiers, qui récupèrent les valeurs pour faire tout de suite le saut aux nouvelles technologies? Oui, vous avez bien posé le problème, mais la réponse, moi, je ne l'ai pas. Les territoires qui ont encore en patrimoine les valeurs traditionnelles sont des territoires qui sont sur lesquels la ville gagne de plus en plus rapidement. Et ces valeurs elles-mêmes, même dans le contexte de territoires qui ne sont pas encore urbanisés, tombent en désuétude. Et quand les gens perdent le système de pensée, la croyance, il n'y a plus d'attachement au territoire, puisque tout le panthéon, toute la complexité des croyances religieuses sont verrouillées sur du vivant, des choses qui peuplent le territoire, et du vivant et du non-vivant, d'ailleurs. Et quand on perd la croyance, on n'a plus d'attachement au territoire, on va en ville. Et donc la ville rattrape aussi ces territoires-là parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a rien à proposer. Donc moi, je propose deux actions. Une action en ville même, pour recoloniser la ville avec du village, et aussi une action dans les villages pour
anticiper l'arrivée de la ville et proposer un mode de vie urbain qui ne passe pas par perte et profit les valeurs des systèmes d'organisation traditionnels. Et c'est la rencontre de ces deux mouvements qui pourrait faire quelque chose d'apaisé, sinon on va vers un chaos. Armelle, tu voulais réagir ou... Bon. Okay. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle juste que le livre d'Armelle Choplin, La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain, est, je crois, disponible à la librairie. C'est un livre absolument passionnant. Et on se retrouve donc à 14h30 pour une discussion qui a été déjà très bien lancée. Entre Felwine Sarr et François-Xavier Fauvel. Voilà, donc ce sera pure continuité de ce qu'on vient de raconter. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions.